disons, on aura la même dose d'ingénieurs que l'Allemagne, la France ou le Japon, c'est fini. L'État n'a plus besoin d'intervenir. Ces gens-là se prennent en charge eux-mêmes. Mais tout le problème, c'est ça, avoir des cadres supérieurs en nombre. Et nous sommes en train de réussir cet exploit. Alors, vous êtes un libéral assumé. Je vais faire appel à votre expertise d'économiste qui est reconnue mondialement. Pour vous, les programmes d'ajustement structurel, c'était pour aider l'Afrique ou... Non, non, mais c'est-à-dire que vous savez, c'est toujours pareil. C'est comme je dis, on ne peut pas faire des démocrates avec des gens qui ne sont pas des démocrates. Vous ne pouvez pas faire du libéralisme avec des gens qui ne sont pas des libéraux. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Les gens qui étaient au pouvoir, c'était les socialistes. Brusquement, un vent de libéralisme souffle sur le monde et on leur dit maintenant vous allez faire du libéralisme. Alors il y a eu des dégâts énormes. Et c'est dommage qu'on n'ait pas étudié ça, mais on pourrait consacrer des thèses d'étudiants sur les dégâts de la privatisation. Hein? C'est des dépenses de milliards et des milliards gaspillés parce qu'il fallait passer du socialisme, de l'économie d'État à l'économie privée du jour au lendemain. C'est un peu ce qui s'est passé en Union soviétique. Et énormément il fallait fabriquer les classes pour gérer l'économie, parce que c'était tous l'inspiration socialiste. Alors c'est pourquoi moi j'ai voulu former les gens à la doctrine libérale, à la libre entreprise et amener les gens à comprendre que c'est en eux-mêmes qui doivent trouver les ressources, n'est-ce pas, pour résoudre les problèmes. Libre entreprise, ça veut dire initiative privée, ça veut dire innovation. J'insiste sur les innovations. Et ce qui sauve le Sénégal aujourd'hui, vous savez, les investissements, c'est vrai, mais c'est surtout les innovations que nous faisons dans ce pays. Énormément. Vous allez financer énormément le budget de la recherche? Absolument. Pour garantir cette innovation? Tout à fait. Mais quand on parle justement de recherche d'innovation, on a été soufflé, mon équipe et moi, par la beauté et j'allais dire le gigantisme du nouveau monument de la Renaissance. Et avant d'en venir à ça, comprenez bien que, prenez les innovations aux États-Unis, ça vient d'où? On les localise. Ce n'est pas tellement du gouvernement, ça vient des universités, ça vient du secteur privé. Parce que le secteur privé, il y a une concurrence telle que pour gagner les combats, il faut innover. Alors on invente, on crée, etc. Alors c'est cette dynamique que j'essaie d'introduire ici. La Guana, ça a été une innovation. C'est un pari qu'on trouvait un peu fou, parce qu'en 2007, le secrétaire général des Nations Unies à Rome avait attiré l'attention du monde entier en disant voilà, la famine arrive, ça va être la catastrophe. J'ai pris la parole là, séance tenante, pour lui dire écoutez, le Sénégal est le pays le plus dépendant alimentairement du monde, puisque nous importons tout ce que nous mangeons, mais je fais le pari d'arriver rapidement à l'autosuffisance alimentaire. Et au bout de 3 ans, nous y sommes arrivés. Et même aujourd'hui, nous sommes exportateurs. Nous sommes exportateurs de denrées pour lesquelles nous étions dépendants. Nous importions 600 000 tonnes de riz. Nous en avons produit l'année dernière 537, c'est-à-dire très peu de différence. Et l'année prochaine, nous allons produire plus. Et dans certaines productions, comme l'arachide, qui était la production essentielle, qui se situait aux environs de 450 000 tonnes, cette année, nous en fait 1 200 000 tonnes. Et les gens se disaient, parce que tant qu'à 450 000 tonnes, on se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire de l'arachide. L'huilier local en prenait 250 000, le reste, ça posait beaucoup de problèmes. Et bien, cette année que nous avons produit 1 250 000, il ne reste plus 1 kilo d'arachide au Sénégal. On a tout vendu. Il y a une demande extérieure nouvelle. Il y a la Chine, il y a l'Ukraine, et puis ensuite les prix ont augmenté. Et j'ai autorisé la trituration de l'arachide par les ménages, comme on faisait à l'époque coloniale. Et j'ai importé maintenant de l'Inde des machines pour faire de l'huile. Il y a un truc qui est impressionnant chez vous, Monsieur le Président, c'est votre capacité à continuer à être créatif, à être prolixe sur le terrain des idées. Vous parliez tout à l'heure de la Guana. Il y a plein d'autres projets qui portent votre estampille, l'idée de grandes murailles vertes jusqu'à Djibouti. Comment vous faites pour ne pas être enfermé strictement dans le carcan Vous savez, votre question me rappelle la fameuse fable
américaine. On dit que le mille-pattes vivait heureux. Il marchait. Hein. Et un jour, il rencontre le hérisson. Et le hérisson lui dit, mais comment faites-vous? Dans quel ordre remuez-vous vos pattes? Et le mille-pattes s'est trouvé paralysé. Parce qu'il réfléchissait pour savoir comment il marchait. Moi, je suis comme ça. Hein. Je marche, je ne sais pas, les innovations, comment ça vient. Mais ça vient tous les jours, ça vient comme ça et je les applique. Je crois que le fait d'y penser tout le temps, en permanence, m'amène aussi à trouver les solutions. Vous avez nommé tout un ministre en charge des diasporas. La question des diasporas vous préoccupe tant? Oui, absolument. Ça, je suis... Mais je termine sur les innovations. Pas seulement la Grande Muraille Verte, mais j'ai décidé un jour de construire un aéroport international le plus beau d'Afrique. Voilà. Parce que vu le site du Sénégal, je ne peux pas ne pas réussir. Et je l'ai réussi. Vous pouvez aller visiter. Parce que quand même, il ne faut pas oublier quand même que je suis économiste et financier. Donc si je ne sais pas trouver de l'argent, c'est que je n'ai pas assimilé ces sciences. Moi, mon métier, c'est de trouver l'argent. Mon métier, c'est de construire l'économie. Hein? Parce que pour moi, l'argent existe. Mais tout le problème, c'est aller le chercher. C'est comme les poissons en mer. Le pêcheur, il sait aller pêcher, il est sûr de revenir avec du poisson. Mais quelqu'un qui ne sait pas pêcher, il peut passer la journée là-bas, il ne rapportera rien du tout. Donc, je ne sais pas si j'ai beaucoup de mérite. C'est-à-dire, évidemment, quand on me compare à quelqu'un qui ne connaît pas ça, on dit « Ah, c'est formidable ce qu'elle a fait, de trouver, je ne sais pas moi, 500 milliards pour construire un aéroport ultra moderne ou des choses comme ça. » Mais quand on compare à ma formation, à mon métier, à mes convictions, à mes relations, il n'y a absolument aucune raison. L'argent, il existe. Hein? Vous savez, certains vous disent « Ah oui, il n'y a plus d'argent dans le monde, etc. » On entend même des chefs d'État dire ça, franchement. Les gens qui disent ça, il faudrait les écarter, parce que non, il existe. Mais il faut savoir aller le chercher. Il y a beaucoup de choses que je lance et finalement qui... Le plan Sésame? Le plan Sésame, ça, il était facile. C'était une simple question de volonté. Dire les plus de 60 ans n'auront plus acheté des médicaments. Ça paraît aussi évident. Ce sont des retraités. Il ne faut pas les laisser mourir. Le plan REVA, bon, ça m'a été inspiré. REVA, c'est retour vers l'agriculture. Par les jeunes qui allaient en Espagne. Alors j'ai dit non, il faut qu'on les renvoie parce qu'il n'y a que l'agriculture qui peut créer des emplois. Bon, je ne dis pas que le courant s'est éteint complètement, mais il a vraiment diminué. Et nous avons les jeunes aujourd'hui qui sont dans les fermes à l'intérieur du Sénégal et qui gagnent de l'argent, peut-être mieux que s'ils étaient partis à l'étranger. Alors tout ça, vous savez, la pensée progresse quand elle rencontre des difficultés. Il faut avoir cette philosophie-là. C'est-à-dire tout est possible. Moi, je pense que tout est possible. Et quand on rencontre un obstacle, il faut réfléchir comment franchir l'obstacle et ne pas se dire voilà, c'est fini, il n'y a rien à faire, je ne veux pas entendre parler de ça. L'Alliance panafricaniste est un mouvement lancé par le président de la République, M. Abdoulaye Wade, en 2006, figurez-vous, à Salvador de Bahia. Au Brésil, c'est-à-dire donc la capitale de l'État, la deuxième patrie des Noirs, du point de vue de la population. Et aujourd'hui, nous nous trouvons ici sur le toit du siège, sur cette VDN qu'on appelle la voie de dégagement nord, qui donne un peu l'image de ce qu'est aujourd'hui les grandes réalisations du président Abdoulaye Wade. Et depuis 10 ans, ce qu'il est en train de faire pour ce pays pour donner quand même une vision d'une Afrique autre qui est montrée dans la presse. Ça nous change un tout petit peu de l'Afrique qui est décrite dans les médias occidentaux uniquement sous le prisme de la négativité. Lamine Faye, on est avec vous. Vous nous aviez parlé de ce lancement au Brésil. L'idée du panafricanisme, on en a entendu beaucoup parler. On a entendu des chantres comme le président Wade. C'est quand même révolutionnaire. Un ministre chargé des diasporas, on n'a pas souvent vu ça en Afrique. C'est exactement ce que les Brésiliens disent. Ils se disent que moi, je suis leur ministre. Ils n'ont jamais vu une initiative pareille qui leur donne autant de considération. Donc un ministre chargé de la diaspora, et ils se sentent vraiment pris en considération et ils nous demandent maintenant de donner le message au président pour dire qu'ils acceptent
d'incarner la 6e région pour les États-Unis d'Afrique qui est en train de se construire. Monsieur le Président, il nous reste à peu près 5 minutes pour conclure cet entretien. Oui, vous m'avez parlé de la diaspora, peut-être que je dois répondre. Voilà, pour moi, l'Afrique est une. Hein, et il y a des Africains qui ont été transplantés malgré eux par la force vers les Amériques, les Caraïbes, un peu partout dans le monde. Ils ne l'ont pas cherché, c'est l'esclavage qui a duré 4 siècles et demi. Après, il y a eu la colonisation, nous avons subi tout ça. Bon, les Noirs se sont plus ou moins adaptés et ont réussi. Les Noirs aux États-Unis ont réussi à s'adapter, ils se sont battus, c'est beaucoup de sacrifices. Qui connaît l'histoire du NAACP aux États-Unis? C'est combien de sacrifices ils ont fait, combien de morts, combien d'emprisonnements. Mais ils ont conquis donc les libertés. Aujourd'hui, ils ont la présidence des États-Unis. Vous avez des pays comme le Brésil, il y a plus de Noirs, il y a encore des combats à faire, plus de Noirs qu'autre chose. Et les îles où les Noirs ont réussi quand même à survivre. Parce que les îles, je les appelle des cailloux. Les cailloux autour de la mer des Caraïbes. J'ai l'habitude de dire qu'à l'abolition de l'esclavage, les Blancs ont posé les nègres sur les cailloux et ils sont partis. Mais les gens vivent quand même, ils vivent. Dans la Martinique, comment, je ne sais pas si vous imaginez l'effort qu'il a fallu au peuple martiniquais pour vivre sur ce caillou où il n'y a même pas d'espace pour faire de la culture et vivre. Mais partout, les Noirs ont survécu. Que ce soit la Martinique, que ce soit la Guadeloupe, que ce soit dans les autres pays comme Haïti. Parce que grâce à leur culture, c'est leur culture et les relations profondes qu'ils ont avec la nature, c'est ça qui leur a permis de survivre. Ça, c'est extrêmement important. Alors moi, je dis, il ne s'agit pas de les transporter en Afrique, je n'ai jamais dit ça. Marcus Garvey l'a dit à l'époque, mais depuis il y a beaucoup de changements. Mais ceux d'entre eux qui veulent venir en Afrique, moi je crois qu'ils ont le droit. Ils ont le droit. Un jeune Américain m'a interpellé un jour, il m'a dit, moi je vais saisir les tribunaux. Parce que moi je n'ai pas choisi à venir ici, je veux rentrer en Afrique. Je lui dis qu'à cela ne tienne, si vous saisissez un tribunal, en tout cas du Sénégal, on vous donnera raison et vous rentrerez chez vous, vous n'êtes pas responsable. Donc la diaspora nous apporte beaucoup, c'est pourquoi j'ai proposé, cela a été accepté, que la diaspora soit déclarée la 6e région d'Afrique. Aujourd'hui, nous avons une excellente coopération avec tous les pays des Caraïbes, avec les Noirs des États-Unis, et tout cela se passe bien. J'ai proposé maintenant qu'il y ait un chef d'État de la diaspora comme observateur au sommet des chefs d'État d'Afrique. Parce que je crois que nous avons tout intérêt à renforcer ces relations. Ils peuvent nous apporter beaucoup. Nous aussi, on peut leur apporter beaucoup. Vous savez, leurs difficultés ont une dimension, c'est l'Afrique. Le jour où l'Afrique sera libérée, l'Afrique deviendra une puissance, les États-Unis d'Afrique, ça va libérer les Noirs dans tous les pays du monde. Parce qu'il y a des endroits où ils sont encore sous domination. Et justement, je propose qu'on sorte sur le monument de la Renaissance. En observant, on peut décrypter un fort symbole. Mais pour les non-initiés au symbolisme, comment comprendre la portée du message, puisqu'on a la chance d'être écouté par des millions de jeunes qui nous regardent en ce moment à travers le monde? Vous savez, il faudrait que ces jeunes d'abord lisent mon ouvrage qui s'appelle « Un destin pour l'Afrique ». Un destin pour l'Afrique, c'était moi, j'ai assigné un destin pour l'Afrique, dans ma vision, par où l'Afrique devait passer pour devenir un grand pays, je dis bien un grand pays des États-Unis d'Afrique. Et ils comprendront donc ce message de 3 personnages qui sortent d'un volcan. Le volcan, c'est quoi? Le volcan, c'est l'obscurité et c'est aussi l'obscurantisme. L'obscurantisme, c'est dans la tête, lorsque quelqu'un n'est pas instruit. Donc, ces 3 personnes puissantes qui sortent du volcan. Pour sortir, il faut la force. Donc il y a une force de propulsion. Ça, c'est pour dire, montrer que la renaissance de l'Afrique, ça nous dépasse nous-mêmes. Ça tient du cosmos, ça vient de Dieu, ou tout ce qu'on veut. Ça nous dépasse nous-mêmes. C'est ce qui pousse l'Afrique. Et ça pousse l'Afrique vers le haut. Donc ces 3 personnages symbolisent justement cette libération, cette nouvelle naissance. Et c'est bien une renaissance, parce que c'est une naissance
en sortant des entrailles de la terre, en sortant de la matrice de la terre, et la façon comme ils sont disposés, avec l'homme tenant sa femme d'une main, son enfant de l'autre qui pointe du doigt devant. Il y a beaucoup de discussions pour savoir qu'est-ce qui regarde l'enfant. Vous direz l'avenir? Oui. Il y en a qui disent qu'ils pointent vers les États-Unis, les pays développés, en disant c'est vous qui êtes responsables, mais nous sommes là. Parce que l'étoile, ça signifie nous sommes là, à l'Afrique. On est là. On ne peut plus nous effacer. On est là maintenant. Mais pour moi, ce doigt symbolise autre chose aussi. Je dis aussi. C'est-à-dire que de plus en plus, c'est la jeunesse qui va montrer le chemin. Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'ils apprennent des sciences que nous, on ne connaît pas. Nous, les parents, on est perdus. Les enfants, ils ont des ordinateurs, ils atteignent le maximum du savoir avec l'Internet. Et les parents sont dépassés, ils le regardent comme ça, c'est presque ressemblant à de la sorcellerie. Donc c'est cette jeunesse-là qui montre le chemin. Alors on a compris, c'est l'héritage du monument de la Renaissance. Merci Monsieur le Président de nous avoir consacré ce petit temps. Merci infiniment. Président Abdoulaye Wade, le panafricaniste convaincu, le grand bâtisseur qui nous a consacré donc un peu de temps sur cette édition spéciale de Nafro dans le monde. On vous retrouve très bientôt avec un autre leader, un de ces grands leaders qui fait tourner l'Afrique.